Ils ont voulu piéger les Clinton et ça se retourne contre eux. Parce que ce que tu vois là, ce n'est pas juste une querelle politique. C'est une bataille pour contrôler ce que toi, tu vas croire. Trump et les républicains MAGA ont tenté une diversion propre. Faire de l'affaire Epstein une histoire sur les Clinton. Subpoena, menace de contempt of Congress et une promesse implicite. Détourner le regard, vite, avant que le public ne regarde ailleurs. Mais voici le détail qu'ils n'avaient pas prévu. Bill Clinton et Hillary Clinton viennent de répondre oui. Ils acceptent de témoigner. Sauf qu'ils posent d'une condition qui change tout. Pas de déposition privée, pas de porte fermée, pas de version réécrite après coup. Ils veulent une audition publique, en plein jour, devant les caméras. Et au même moment, on parle d'une publication partielle des dossiers Epstein, où il y aurait 38 000 références à Donald Trump. Et ce n'est même pas la totalité. Alors maintenant, la question n'est plus qui va parler, mais qui va paniquer quand ce sera en public. Tout commence avec une manœuvre simple, presque mécanique. D'un côté, tu as une affaire Epstein décrite comme une publication partielle de documents. De l'autre, tu as Trump et les républicains MAGA qui tentent de reprendre la main en changeant le centre de gravité de l'histoire. Et leur cible est évidente, Bill Clinton et Hillary Clinton. Ils brandissent la menace d'une procédure, ils parlent de contempt of Congress et ils martèlent l'idée qu'on n'a pas entendu les Clintons. Sur le papier, c'est efficace. Tu forces les médias à parler d'un nom, puis d'un autre, et pendant ce temps, la question centrale se dissout. Mais ce n'est pas un incident isolé, c'est un modèle. Quand une histoire devient trop toxique, la stratégie n'est pas toujours de la nier. Parfois, c'est de la noyer. Tu crées une scène parallèle, tu fabriques un nouveau théâtre et tu espères que le public suivra le bruit plutôt que la preuve. Alors pose-toi une question simple. Si tout est vraiment clair, pourquoi autant d'efforts pour déplacer la caméra? Parce que dans cette affaire, l'angle de vue est déjà une arme. Et la suite montre exactement comment ce jeu se met en place. Voici la première chose à comprendre. Ils ont voulu faire croire que Trump était en position de force. L'idée, c'était de dire « Regardez, le DOJ coopère, les documents arrivent, Trump répond aux questions. Les seuls qu'on n'a pas entendus, ce sont les Clinton. » C'est littéralement l'argument qui est posé noir sur blanc dans les déclarations publiques. President Trump is answering your questions about Epstein. Who we haven't heard from is Bill Clinton. Et ça, c'est un cadrage, pas une preuve. Parce que juste derrière, il y a un détail qui détruit l'image d'un Trump dégagé du dossier. On affirme que dans les documents déjà relâchés, il existe 38 000 références à Donald Trump. Et on précise que ce n'est qu'une fraction, une publication partielle, avec l'idée qu'il pourrait rester au moins autant de documents encore cachés, voire jusqu'à 50 millions de pages potentiellement dissimulées. Maintenant, observe ce qui manque. Si l'objectif était vraiment la transparence, pourquoi parler de vitesse, de rédaction, de coopération, au lieu de parler du contenu brut? Pourquoi la conversation tourne autour de qui vient témoigner plutôt que qu'est-ce qui est encore retenu? Parce que la vraie bataille n'est pas sur un nom. Elle est sur l'accès. Et une audition publique, ça menace exactement ça. Et là, tu vois l'escalade, presque en temps réel. Au départ, c'est présenté comme une procédure normale. Des dépôts, des documents, des rédactions, une coopération au final. Puis d'un coup, ça se transforme en spectacle politique. Menace de contin, pression médiatique et une idée répétée comme un slogan « On n'a pas entendu les Clinton ». Mais le basculement arrive quand les Clinton répondent « D'accord, mais en public ». Parce qu'une audition publique, ce n'est plus une discussion contrôlée. Ce n'est plus une pièce fermée où chacun sort et raconte sa version. C'est une scène où chaque phrase peut être rejouée, découpée, vérifiée et où les silences deviennent visibles. Et ce genre de moment, l'histoire américaine en a déjà vu. Quand un scandale menace de déborder, la priorité devient la mise en scène. Qui est au centre de l'image? Qui est en dehors du cadre? Qui a l'air d'attaquer? Et qui a l'air de se défendre? Ce qui est inquiétant, c'est que ce jeu devient normal. On normalise l'idée que la vérité dépend du format, qu'une déposition privée peut suffire, qu'un dossier peut être partiellement relâché et que le public devrait s'en contenter. Mais maintenant que l'option publique est sur la table, tout le monde doit choisir son camp. Transparence réelle ou contrôle total? Et c'est là que la contradiction devient impossible à cacher. Parce que voici le deuxième choc, celui qui change la façon dont tu regardes toute la scène. D'un côté, on te dit que le Department of Justice coopère,
qu'ils envoient des documents, qu'ils essaient même d'aller plus vite, et qu'il y a un travail de rédaction pour protéger ce qui doit l'être. C'est l'image officielle, un processus en marche, un État qui fait son boulot. Mais de l'autre côté, le texte insiste sur quelque chose de beaucoup plus grave. Someone or something is being protected. Quelqu'un ou quelque chose est protégé. Et ce n'est pas une phrase neutre, c'est une accusation structurée, parce qu'elle sous-entend que le problème n'est pas l'administration du dossier, c'est le verrouillage du dossier. Et là, la contradiction devient presque trop visible. Les Clinton ne disent pas « ne nous appelez pas », ils disent l'inverse « appelez-nous ». Ils demandent même que tout ce qui les concerne soit relâché, sans limitation, y compris toute photographie qui pourrait exister. Et ensuite, ils vont encore plus loin. Release all the files, release everything. Ça, c'est le moment où l'histoire se retourne. Parce que si quelqu'un réclame la lumière totale, il oblige l'autre camp à expliquer pourquoi il préfère l'ombre. Et quand une audition publique est demandée, le vrai danger n'est pas ce qui va être dit. Le vrai danger, c'est ce qui ne pourra plus être contrôlé. Et une fois que ce contrôle se fissure, tout le reste suit. Et maintenant, on arrive à la mini-crise, celle où tout s'empile trop vite pour que ça reste propre. Première couche, les Clinton donnent des dates, noir sur blanc. Hillary Clinton le 26 février, Bill Clinton le 27 février. Ils ne jouent pas à cache-cache, ils verrouillent le calendrier et ils poussent l'affaire vers une scène publique. Deuxième couche, en parallèle, on insiste sur le fait que la publication Epstein n'est pas complète. On parle de documents partiels, de rédaction et d'une masse potentielle énorme qui pourrait encore exister. Donc la tension monte parce que l'idée même d'un dossier encore retenu crée une suspicion permanente. Troisième couche, les républicains MAGA veulent garder le contrôle du format. Et le format, c'est tout. Privé, tu peux sortir et raconter ce que tu veux. Public, tu ne peux pas. Et là, tout le monde est coincé. Parce que s'ils acceptent l'audition publique, ils perdent la main sur le récit. Et s'ils la refusent, ils admettent, sans le dire, qu'ils préfèrent l'opacité. Alors la question devient brutale. Qu'est-ce qui se passe si ça continue? Et maintenant, ramène ça à toi, à ta vie réelle, à ce que tu ressens quand tu regardes ce genre d'histoire exploser. Parce que c'est pas juste une bataille de noms célèbres, c'est pas juste Trump, Clinton, Epstein. C'est une démonstration de pouvoir. Et ce pouvoir a un effet direct sur la façon dont toi, tu vis dans un pays où la vérité dépend de qui tient le micro. Quand tu entends qu'un dossier est partiellement relâché, ça veut dire que quelqu'un décide de ce que tu as le droit de savoir. Quand tu entends qu'il y a des rédactions et qu'on fait le tri, ça veut dire que ta version de la réalité passe par un filtre. Et quand tu vois des auditions se faire en privé, derrière des portes, ça veut dire une chose. La politique peut toujours se protéger elle-même, même quand le public demande des réponses. Ce n'est pas une théorie. C'est une sensation que tout le monde connaît. Tu regardes les images, tu entends les déclarations et tu te demandes pourquoi tout a l'air orchestré. Et si ça te paraît familier, dis-le dans les commentaires. Parce que le vrai test, ce n'est pas ce qu'ils vont dire, c'est ce qu'ils vont accepter de dire, sous les yeux du public. Voilà le mécanisme. Et c'est ça que les médias grand public ratent presque toujours. Ce scandale ne se joue pas seulement sur les faits. Il se joue sur le levier, sur l'incitation, sur la scène. Le levier, c'est le format. Une déposition privée te donne une zone grise. Tu peux sortir, faire une déclaration, insinuer, sélectionner une phrase et laisser le public imaginer le reste. Une audition publique, au contraire, retire la zone grise. Elle transforme chaque seconde en preuve potentielle. L'incitation, c'est le contrôle du temps. Plus tu ralentis, plus tu peux redacter, plus tu peux traiter les documents, plus tu peux gérer la perception. Et c'est exactement pour ça que le débat se déplace vers « ils coopèrent » et « ça arrive » au lieu de « qu'est-ce qu'on ne voit pas encore ». Et la scène, c'est le spectacle politique. Quand tu n'arrives pas à effacer une histoire, tu la recadres. Tu changes les personnages principaux, tu changes l'ennemi, tu changes la question. Mais là, les Clinton font quelque chose de rare. Ils réclament la lumière totale. Et quand quelqu'un demande la lumière, ils forcent l'autre camp à choisir entre transparence et contrôle. Et ce choix, tu peux le sentir avant même qu'il soit annoncé. Et maintenant, on arrive à la trajectoire. Ce qui peut se passer ensuite,
très vite. Premier chemin, ils acceptent l'audition publique. Le 26 février pour Hillary Clinton, le 27 février pour Bill Clinton, et dans ce scénario, tout le monde est exposé. Chaque phrase est enregistrée, chaque réaction compte, chaque tentative de détourner devient visible. Et surtout, le public voit qui pose les questions, comment elles sont posées et ce que chacun essaie réellement d'obtenir. Deuxième chemin. Il refuse, ou il tente de repousser, ou il cherche une alternative plus contrôlable. Et dans ce scénario, le soupçon devient automatique. Parce qu'après une demande aussi claire, en public, toute hésitation ressemble à une fuite. Pas besoin de preuves supplémentaires. Le simple refus devient une information. Et c'est là que l'histoire devient instable. Parce que ce dossier est déjà présenté comme partiel. Il y a déjà l'idée de documents manquants, de rédaction, de quelque chose protégé. Donc la confiance est déjà fragile. Et quand la confiance est fragile, il suffit d'un seul mouvement, un report, une excuse, un silence, pour que le public comprenne que la prochaine étape est en train de se former, sans lui. Voici l'idée la plus importante à retenir. Dans cette affaire, le vrai scandale n'est pas seulement ce qui est écrit dans les dossiers, c'est qui contrôle la lumière. Parce que quand quelqu'un exige une audition publique, il ne demande pas juste de parler. Il force le système à se dévoiler. Il force les acteurs à choisir entre transparence réelle et théâtre politique. Et c'est pour ça que ce moment est dangereux. Les Clinton ne disent pas « protégez-nous ». Ils disent « montrez tout ». Ils posent des dates. Ils demandent que ce soit public. Et à partir de là, tout le monde est piégé par sa propre stratégie. Soit tu acceptes la lumière, soit tu révèles que tu préfères l'ombre. Et la question qui reste, c'est celle que personne ne peut éviter. Si cette histoire est vraiment réglée, pourquoi est-ce que tout le monde se bat autant pour décider où la caméra doit regarder? Si tu veux la suite et les prochains mouvements, abonne-toi. Parce que ce qui vient après, c'est toujours là que la vérité se casse ou se confirme.